moi, j'ai juste mis le doigt sur toutes les choses qui faisaient qu'on n'était pas prêt à lever une série B. Et ce qui est bien, et ce que j'avais pas chez Morgan Stanley, c'est que là, j'avais l'opportunité de changer l'entreprise pour la rendre Series B ready. On annonce à tout le marché qu'on va lever des fonds d'ici Q1 2024. Ok. Si on n'a pas levé des fonds en Q1 2024, ça veut dire qu'on est nul, qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que toute la planète a regardé et que personne n'a voulu investir. Il faut faire attention en fait à pas perdre de temps avec des investisseurs qui de toute façon n'investiront pas dans cette série-là. Les process, c'est pas bien pour les investisseurs. Ah ouais ? Ah ouais, non, bah non, parce que ça les met en concurrence. Donc ils perdent leur pouvoir. On a beaucoup d'investisseurs qui nous ont dit « Ah, vous allez lever plus tard dans cette année ?» Mais attendez, vous embêtez pas avec un process, venez avec moi. Il y a beaucoup d'investisseurs qui vont vous dire « Ah non, mais moi, je suis chaud, je vais investir, il vous faut juste que je vois un quarter de plus pour être sûr que... voilà, je suis bien avec moi-même, etc. Mais ça va toujours être un quarter de plus, un quarter de plus, un quarter de plus. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est les empêcher de contrôler le timing. On a l'impression que tu as complètement retourné la table et qu'en fait, tu faisais passer des entretiens d'embauche à tes invests, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne mes entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ces différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias. On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment ? L'objectif de ce podcast ? Vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé ? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs ? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites ? Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Laetitia Carl, directrice générale de Greenly. Salut Laetitia. Salut Jérémy. Alors Greenly, c'est la plateforme de pilotage des émissions de carbone et des données ESG la plus adoptée au monde avec 2500 clients dans plus de 10 géographies. Vous permettez aux entreprises de toute taille de mesurer leurs émissions, de les réduire grâce à vos plans d'action sur mesure et de les reporter dans plusieurs frameworks réglementaires. Vous venez de finaliser une levée de fonds de 50 millions de dollars que tu as piloté, car en effet, les fondateurs de Greenly t'ont recruté un peu pour ça, ton expérience en levée de fonds. Avant de rejoindre Greenly, tu étais chez Morgan Stanley, tu conseillais les plus grosses startups de la tech dans leur levée de fonds et leur IPO. On peut citer entre autres Trustpilot, Babylon, ManoMano ou encore Delivery Hero. Tu as été récemment élu au board de France Digital. Félicitations. Chère Laetitia, je suis ravi de te recevoir sur le podcast pour parler du playbook de la levée de fonds et de la façon dont tu l'as appliqué chez Greenly. Mais tout d'abord, est-ce que tu as des éléments à ajouter à cette présentation ? Merci beaucoup Jérémy pour l'invitation et pour la présentation. Peut-être si je peux ajouter quelque chose, c'est présenter Greenly rapidement pour donner un peu du contexte autour de tout ce dont on va discuter aujourd'hui. Donc Greenly, et puis c'est peut-être plus intéressant d'en parler de ce que c'était l'année dernière quand on a commencé à lever des fonds. Donc Greenly, ça a été fondé en 2019 par Alexis, Mathieu et Arnaud. Au début comme une application B2C, puis ils ont pivoté en B2B début 2021 pour aider toutes les entreprises à mesurer leurs émissions. Donc toutes ces entreprises qui n'en ont pas l'obligation réglementaire, mais qui le font pour, soit par conviction, mais surtout pour répondre aux besoins de leurs clients, de leurs investisseurs, de leurs banquiers, etc. Donc on a voulu utiliser la technologie pour simplifier la mesure des émissions de gaz à effet de serre. Et plus le temps passait, plus on était meilleur en fait là-dedans et qu'on a pu aller vers le mid-market et donc maintenant servir des entreprises de plus en plus grandes avec toute l'expertise qu'on a acquis sur nos, comme tu as dit, 2500 clients. Donc Greenly, l'année dernière, on avait plutôt 1500 clients. On avait 10 millions d'ARR, donc on est une solution logicielle. C'est ça qui est important, c'est que vraiment c'est tech first. On a une logique assez product-led growth, donc désolé pour tous ces anglicismes, mais c'est qu'en gros, on grossit par notre produit qui est adopté, etc.
Et on disrupte un monde de consultants, donc on travaille beaucoup avec eux, mais on est la solution logicielle. Et donc voilà, on a quand même cette chance, et je le précise en début de podcast, d'être un SaaS, d'être dans le climat, ce qui sont deux secteurs très sexy pour les investisseurs. Donc on commençait déjà avec une bonne étoile. Ouais, d'ailleurs, tu as fait une carrière chez Morgan Stanley avant de rejoindre Greenly. Comment t'es venue l'idée de passer de l'autre côté de la barrière ? Alors, moi, en effet, j'ai commencé ma carrière chez Morgan Stanley. Donc, je conseillais des entreprises dans leur levée de fonds, IPO, M&A, exclusivement de la tech. Donc, j'étais basée à Londres et je faisais de la tech sur toute l'Europe. Donc, des clients qui sont les grosses boîtes de tech, celles qui sont cotées ou celles qui vont bientôt l'être, donc des énormes levées de fonds comme celles que tu as citées en introduction. Et c'est vrai que là, j'ai appris un peu le playbook de la levée de fonds. C'est pas du tout le stade early stage, c'est vraiment late stage, mais j'ai appris comment ils avaient vraiment professionnalisé la levée de fonds avec une approche très conseil et vraiment dans le détail, et c'est ça que j'ai essayé de répliquer chez Greenly. Donc moi j'ai voulu justement passer de l'autre côté de la barrière, comme tu as dit. J'en avais un peu j'adorais ce que je faisais, mais je me disais, voilà, j'étais un peu frustrée de ce rôle. J'avais envie d'être de l'autre côté. C'est ça, ce rôle de conseiller, c'est super sympa, mais j'étais super inspirée par les fondateurs que je rencontrais. Donc j'ai voulu moi-même monter ma boîte. J'ai essayé plusieurs aventures entrepreneuriales jusqu'à que je rencontre les fondateurs de Greenly, qui, eux, venaient de lever leur série A juste après leur pivot. Donc, on pourra parler de la différence entre une série A et une série B, mais la série A, on a prouvé qu'il y avait un marché, et c'est ça qui m'intéressait. Mais maintenant, il fallait le scaler. Et eux, ils se disaient, elle a vu ce que c'était que les vraiment très, très early stage. Elle a vu ce que c'était quand c'était gros pré-IPO et que ça avait réussi. Et ils se sont dit, elle va nous aider à passer de l'un à l'autre. Ils avaient conscience à ce moment-là qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider pour faire ça, en interne. Alors, je sais pas si ils avaient... Enfin, en tout cas, ils me recherchaient pas. Hein. Vraiment, c'était opportuniste. On s'est rencontrés. Je connaissais certains de leurs investisseurs à qui je demandais où est-ce que tu me vois avoir de la valeur. Donc, des business angels qu'ils avaient du début, pas des investisseurs institutionnels. Mais voilà, et en gros, ils se sont dit, c'est vrai que ils avaient des ambitions énormes pour Greenly. Il y a un marché énorme à prendre et on a la meilleure technologie. Donc voilà, tout ce qu'il nous faut, c'est de l'ambition. Et ça, les fondateurs, ils en ont énormément. Et ils se disaient, comment on va réussir à atteindre cette ambition. Ils se sont dit, c'est en s'entourant de personnes qui sachent un peu à quoi ça ressemble. Qui connaissent déjà les stades d'après, quoi. C'est ça, et qui savent comment peut-être nous y amener. Même si je ne l'avais jamais vraiment fait d'y amener, je savais à quoi ça devait ressembler une fois que c'était fini. Ok. Donc, tu pars de Morgan Stanley, tu essayes l'aventure entrepreneuriale seule. J'ai vu que tu étais passé par Entrepreneur First, entre autres. Et puis, à un moment, tu décides de rejoindre une équipe qui est déjà formée avec une entreprise, une start-up qui est déjà lancée. Et donc, tu es mis en relation avec eux, pour rentrer un peu dans le détail, parce qu'on a envie de savoir, tu es mis en relation avec eux, vous faites un meeting et la mayonnaise prend tout de suite, quoi. C'est une évidence. Non, c'était pas aussi évident que ça. C'est en gros, moi, je les avais spotés dans le secteur. J'avais envie de faire quelque chose qui ait de l'impact, etc. Et je regardais les startups à impact. Et Greenly, ils venaient de faire leur grosse levée. J'ai ma sœur qui travaille dans le secteur qui m'a dit que c'était une super boîte. Donc je me suis dit, je vais les regarder. Je les ai contactés sur LinkedIn, les fondateurs, et ils m'ont pas répondu. Voilà, ça arrive, tout le monde. Moi, aujourd'hui, je peux plus répondre à tous mes messages LinkedIn, donc je les comprends. Et je me suis dit, je vais postuler à leur offre. Ils avaient mis une offre de CFO. Je me suis dit, je vais postuler à l'offre et je vais voir un peu si ça prend. Et donc là, il m'avait reçu en entretien, et j'avais dit, ouais, mais CFO, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, je veux un rôle plutôt strat. Et il m'avait dit, ouais, bon, ok, mais il n'y a pas trop de rôle. Enfin, voilà, c'est un peu le problème aussi quand je cherchais à rejoindre une startup early stage, c'est que souvent on me disait, en fait, il n'y a pas de rôle pour quelqu'un qui fait un peu de tout, qui est généraliste, quoi. C'est un peu, soit t'es sales, soit t'es produit, mais tu peux pas venir et faire un peu de tout. Est-ce qu'ils avaient un peu peur, en tout cas la grande majeure partie des boîtes que tu as pu rencontrer, de ton profil Morgan Stanley, en se disant, oh là là, elle est super senior, elle revient d'une des meilleures boîtes du monde, comment on va faire pour lui je sais pas si j'étais super senior. Non, mais en tout cas, tu vois, ça peut faire peur des gens qui montent une startup de se dire comment on va intégrer quelqu'un. Non, le problème, c'est le problème de culture.
C'est que c'est pas du tout pareil en fait de travailler dans une grosse entreprise hyper structurée et dans une petite start-up. Et je pense que là où les fondateurs de Greenly se sont dit que je pouvais être la bonne personne, c'est qu'ils se sont dit elle a aussi vu le côté petite start-up où c'est un peu le chaos. Donc ils se sont dit que ça devait marcher. Il y a eu un peu de peur aussi de certains collaborateurs de Greenly, quoi. Il y en a qui me voient arriver après la levée de fonds en se disant c'est bon, ils ont recruté la grosse banquière d'affaires qui va venir faire un Excel et conclure qu'il faut virer tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça, cost-cutter, quoi. Donc en effet, il y en a qui sont un peu pris de peur et se disent mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Donc ouais, c'est pas un choix évident et je pense pas que ce soit forcément la bonne solution à chaque fois. Nous ça a bien matché parce que surtout les fondateurs de Greenly, ils sont très humbles, ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses et mettre de la structure et créer quelque chose de bien carré pour scaler, ils savaient que c'était pas forcément leur point fort et donc ils se disaient si quelqu'un peut le faire pour nous, par exemple Laetitia, c'est super. Et voilà, leur expérience sur la série A ils avaient levé des fonds plutôt facilement parce que c'était les 2021, c'était le boom, donc ça allait, mais c'était pas quelque chose qui leur avait fait plaisir. Ils n'avaient pas aimé ça. Eux ils sont dans le business, moi aussi maintenant aujourd'hui, mais eux ce qui leur intéressait c'est de faire grossir Greenly, c'est de faire du business, pas de parler à des investisseurs toute la journée. Donc au début je venais au moins leur enlever ce côté-là, gérer le board, gérer les investisseurs qui viennent nous parler, etc. Pour représenter Greenly un petit peu, tout ce qui est investor relations, quoi, qu'on n'a pas quand on est une startup. Il n'y a pas vraiment besoin de ça, c'est le CEO qui doit le faire. Là il se trouve que le CEO il se disait je préfère parler à des clients qu'à des investisseurs et il a bien raison. Donc du coup je suis venue un peu pour faire ça, mais il y avait plein d'autres choses. Donc c'était un peu j'étais chief of staff quand je suis arrivée, donc chief of staff c'est personne à tout faire, quoi. Et avec le temps, après, au bout d'un an, je suis devenue directrice générale parce qu'on s'est dit, en fait, c'est un peu le rôle que tu as, c'est de gérer comment les équipes travaillent ensemble, est-ce qu'on a bien les bons process, tous les sujets financiers, RH. Donc voilà, c'était évolutif et c'était un chemin. Mais ils m'ont pas catapulté directrice générale dès que je suis arrivée, quoi. Ok, c'est vachement intéressant. Donc en fait, ils t'ont pris en tant que chief of staff, ils t'ont demandé de piloter les relations avec les investisseurs. Au fur et à mesure, ils t'ont demandé en fait de préparer la boîte à une série B, c'est-à-dire aller venir structurer la boîte, mettre de l'huile dans l'engrenage. Non, justement, ça ils me l'ont pas demandé, je l'ai fait de moi-même. Et je pense que c'est un peu ça qui a fait que j'ai pris la place que j'ai prise, c'est que ça faisait pas partie de ta feuille de route, c'était pas. Ma feuille de route, non, il y avait des choses il y avait des choses générales, un peu du style traiter des partenariats stratégiques, des initiatives un peu nouvelles qui sont pas dans le business normal, etc. Et en fait, ce faisant, et simplement en préparant mes discussions avec des investisseurs, en me demandant qu'est-ce qu'ils allaient me demander pour la prochaine levée, quand est-ce qu'on allait la faire, etc. Moi, j'ai juste mis le doigt sur toutes les choses qui faisaient qu'on n'était pas prêt à lever une série B. Et ce qui est bien, et ce que j'avais pas chez Morgan Stanley, c'est que là, j'avais l'opportunité de changer l'entreprise pour la rendre Series B ready. Ouais, à l'intérieur, quoi. C'est ça, c'est que avant, quand j'étais chez Morgan Stanley, je prenais la boîte telle qu'elle était et il fallait que je la vende, il fallait que je la rende belle, que je dise regardez tout ce qui est génial et tout ce qui était moins génial, il fallait que je le mette un peu sous le tapis. Là, ce qui était bien, c'est que j'arrivais avant la série B, donc juste après la série A, et que je me disais ok, la boîte elle est comme ça aujourd'hui, mais j'ai un terrain de jeu pour la rendre mieux et plus investissable en tant que série B plus tard. Et donc c'est un peu ça que j'ai fait sur ma première année chez Greenly, c'était identifier les problèmes et les régler, parce qu'il n'y avait personne pour les régler, hein. On était une petite boîte et c'est un peu, je sais pas, je note qu'on a un churn qu'on traque pas bien, il faut qu'on le traque mieux pour pouvoir montrer une progression. Je note qu'on a une grosse margin qui est pas vraiment définie, c'est un critère qu'on va nous demander. Et en fait, j'ai commencé à mettre en place pas mal de KPIs. J'ai demandé à tout le monde dans la boîte de s'aligner dessus, de les traquer, etc. Donc, en fait, un peu par défaut, je définissais leurs objectifs là-dessus parce que j'avais besoin, en fait, d'améliorer tous ces KPI pour être successful sur la série B. C'est là qu'on voit la structure apportée par un cabinet comme Morgan Stanley, en fait, que tu as pu mettre en place directement à l'intérieur de la boîte. Morgan Stanley, il ne transforme pas les entreprises, il les prend telles qu'elles sont et il les vend, c'est du packaging. Là, moi, je savais quel packaging je voulais et la boîte que j'avais n'était pas exactement là et je me suis dit, il faut qu'on y arrive, ou en tout cas, il faut commencer à mettre en place des choses pour montrer qu'on a identifié et qu'on s'améliore
parce que c'est pas parfait une entreprise. On a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Fallait que je trouve ce qui était super bien pour le mettre en avant et s'assurer que ça reste super bien. Ok, et c'était quoi pour ces fondamentaux, juste de façon très, très, très précise? Par exemple, là où on est top, c'est la grosse margin. Donc la grosse margin, c'est hyper important pour se définir en tant que logiciel. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui rend l'entreprise la plus sexy. C'est est-ce que j'ai réussi à utiliser la technologie vraiment et que je suis pas en fait un Excel glorifié avec des gens derrière qui font le travail. Et ça, surtout dans notre secteur qui est en fait du conseil qu'on essaye de technologiser, c'était hyper important et hyper différenciateur d'avoir une grosse margin élevée parce que ça prouvait que notre produit faisait le travail. Et c'est un peu notre product differentiation à ce niveau-là, elle était surtout dans parce que tous les produits se ressemblent, mais le nôtre il permet de faire le travail sans autant d'humains que les autres, parce qu'on a moins de travail à faire par derrière parce que la plateforme est hyper puissante. Donc ça, la grosse margin, je savais que c'était super. D'ailleurs, elle était un peu moins bien au début, mais on a recruté les bonnes personnes aussi pour l'améliorer. Et assez rapidement, avant la série B, on est arrivé à des montants de grosse margin qui sont top of class pour des SaaS. Et donc, du coup, c'était mon gros tic de super, on a une grosse margin. Là, on était très bon et aussi, au moment où on a lancé la série B, c'est l'internationalisation. Il faut prouver qu'on sait sortir de France, qu'on sait conquérir de nouveaux marchés, répliquer notre playbook. Nous, on avait donc on avait une super sales machine en France, on a processisé le truc à fond et c'est et là aussi où Alexis, fondateur CEO, est super bon, c'est qu'il lit des livres, il lit des podcasts et il applique. Il faut lire des livres et écouter les podcasts. C'est ça. Et en gros, voilà, on avait une sales machine qui était très bien huilée, où tout fonctionnait bien, donc très bonne force de vente en France, mais aussi qu'on a réussi à répliquer à l'international, notamment aux États-Unis. Et donc, avant la série B. La série B. Ah ouais, c'est rare. Donc quand même avoir réussi, on avait aujourd'hui c'est 50% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. À l'époque c'était peut-être plutôt 30-40, mais c'était quand même assez bon quoi comme niveau d'internationalisation. Et différenciant pour une boîte française. Et assez différenciant. Donc ça c'était ce qui était bon. Ensuite les choses qui étaient un peu moins, en tout cas qui n'étaient pas prises en compte quand je suis arrivée, c'était la rétention client. C'est quelque chose en fait qui n'était pas trop mesuré pour la simple raison qu'on était à notre deuxième année sur le B2B. Et donc en fait la première année on regarde quels sont nos revenus. Et la deuxième, on regarde, qu'est-ce que j'ai comme revenu de la part de mes clients existants. Ça équivaut à peu près à ce que j'avais l'année dernière, donc c'est-à-dire qu'ils ont à peu près renouvelé. Mais il n'y avait pas vraiment d'analyse de cohorte, de mesures de rétention, etc. Et donc tout ça, c'était des choses à mettre en place, avoir une équipe qui se concentre là-dessus, être sûr qu'on ait les bons process. Et ça, c'est ce qui nous a un peu bloqué dans la série B, c'est qu'on n'avait pas le track record. En fait, c'est que on a tellement grossi vite. En 3 ans, on était arrivé à 10 millions d'ARR qu'on a commencé à attirer des fonds qui étaient des fonds de growth. C'est plus du VC, c'est du growth. Et donc, ces fonds de growth, ils regardent à partir de 10 millions. Donc, nous, ils nous disaient « Ah, vous êtes à 10 millions, c'est parfait, on est bon pour vous. » Mais par contre, ensuite, ils nous disaient « Ah, par contre, je veux voir comment votre churn a évolué sur ces 5 dernières années. » Nous, on a dit, en fait, comme on a 3 ans, on peut regarder le churn sur 1 an et demi. Et encore, c'est le comportement de nos premiers clients quand on vendait des choses qui n'étaient pas exactement ce qu'on vend aujourd'hui. Donc, ça ne reflète pas du tout notre situation actuelle. Et donc, en fait, c'était difficile de montrer un track record. Et donc, voilà, il y a eu un peu ce sujet de trouver les bons investisseurs, ceux qui pouvaient investir dans une levée de notre taille, d'une boîte de notre taille, mais en même temps, qui acceptaient qu'on n'ait pas 10 ans de track record, parce que, désolé, mais on a fait notre croissance en 3 ans. Donc, problème de riche, mais problème quand même. Ouais, c'est intéressant. Même pour des fonds internationaux, des fonds growth, du coup, internationaux, ça restait une exception, quoi. C'est un modèle... dont ils n'ont pas l'habitude et vous étiez une boîte qu'ils avaient du coup du mal à analyser. C'est sûr qu'on ne rentrait pas toujours dans les... c'est ça, c'est que les investisseurs, parfois, ils ont leur modèle à eux, il faut qu'ils pluguent leurs chiffres et puis à la fin, il faut qu'ils regardent si la case OK, elle est verte ou rouge et parfois, juste notre modèle, il ne rentrait pas dedans. Et donc il y en a beaucoup et c'est là qu'on voit aussi la différence de sérieux entre certains investisseurs, c'est qu'il y en a, ils se disaient je comprends pas, il y a écrit que t'as pas ce qu'il me faut comme churn parce que ça fait que 2 ans et je suis ouais mais je vais pas inventer 5 ans d'entreprise qu'on n'a pas. Donc désolé mais je peux t'expliquer, on avait fait beaucoup de deep dive là-dessus et en fait il y a des investisseurs qui rentrent dans le détail, qui comprennent et qui s'en satisfont et il y a des investisseurs qui se disent si ça rentre pas dans mon modèle, j'ai pas le temps de regarder, désolé, je passe au suivant. Ouais, ça permet de faire le tri assez rapidement et maintenant rétrospectivement
quels sont les investisseurs qui ont eu cette agilité-là et ceux qui n'ont pas pris le temps parce que vous rentriez pas dans le modèle. Est-ce que aujourd'hui, tu te dis, ouais, il y a quand même un profil d'investisseurs qui ont eu l'intelligence de venir vraiment faire une analyse, et même s'ils n'ont pas investi à la fin, et d'autres, non. Juste, en fait, c'est l'usine, tu rentres pas dans les cases, tu rentres pas dans les cases. Alors, je sais pas si je les aurais analysés comme profil. En tout cas, la question plutôt que de qui, c'est surtout comment les trouver et comment les identifier assez tôt. Parce qu'on peut perdre tellement de temps à parler à des investisseurs, et quand je te raconterai un peu le détail de comment on y est arrivé, quoi. C'est énormément de temps passé à parler à des investisseurs, à les éduquer sur notre marché, notre produit, notre différenciation. Si on sait direct que ça va pas marcher, en fait, ça nous fait gagner un temps fou. Ouais. Donc, il y a un grand enjeu à qualifier l'investisseur, savoir s'il est bon pour nous. Et ça, je l'ai pas forcément bien fait sur cette levée parce que j'avais mes questions basiques. C'est ok, est-ce que vous avez de l'argent ? Première question. On est d'accord. Et d'ailleurs, ils peuvent mentir aussi. Donc, première question, mais à vérifier. Est-ce qu'on est au bon stade pour vous ? Sachant que, voilà, on n'a que 3 ans. On a 10 millions d'ARR. On va lever tant, et donc il faudrait un ticket de temps pour être lead. Est-ce que ça vous convient, le deal de base ? Ou est-ce que ça ne va pas rentrer dans votre thèse d'investissement ? Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de fonds un peu plus gros, ou en tout cas qui sont sur l'étape d'après, qui vont faire semblant d'être intéressés pour voir vos informations, voir un peu quelle projection vous avez, et comme ça, et après, nous, on en a eu des dizaines qui nous ont, qui ont fait semblant de s'intéresser jusqu'à ce qu'on donne toutes nos informations, qu'on passe du temps. Et après qui disent oh wow, this is so amazing, vous êtes géniaux, etc. Mais vous êtes un peu petit pour nous, c'est vrai qu'on aime bien les entreprises un peu plus grosses, mais on se reparle pour la prochaine. Et en fait, ça, c'est tous les investisseurs de série C qui se font leur pipeline pour la fois d'après. Et en fait, la fois d'après, sur la série C, ils se disent c'est cool, j'ai déjà parlé à toutes ces boîtes au moment de leur série B. Ils voient aussi ce que vous avez promis à l'époque. Et donc ils se disent quand je leur ai parlé il y a 3 ans, ils disaient qu'ils allaient atterrir à tant en 2027, et maintenant on est en 2027 et ils y sont pas du tout, donc c'est des gens qui overpromisent. Donc ça peut être, c'est un peu ce qui se passe dans la tête d'un investisseur. Tu fais ta due deal pour la levée d'après sans le savoir, quoi, potentiellement. En fait, c'est ça, et donc il faut faire attention en fait à pas perdre de temps avec des investisseurs qui de toute façon n'investiront pas dans cette série-là. Faut faire attention aux infos qu'on partage, parce que ça ne se retourne pas contre nous. Bien sûr. Et puis ça peut être aussi utilisé dans des boîtes de leur pipe, potentiellement. Oui, non, mais c'est ça. Après, il y a des NDA, mais les NDA, j'y crois pas vraiment. Donc, faire attention un peu à ce qu'on partage. Et puis, surtout, c'est surtout une histoire de perte de temps, parce que la donnée, c'est pas grave, au bout d'un moment, tout le monde l'a, tout le monde en parle. Donc, c'est surtout... essayer de ne pas perdre du temps avec des investisseurs qui ne seront pas ceux de cette levée-là. Et ceux de la levée d'après, vous aurez tout le temps d'aller prendre un café avec eux après la levée. Mais là, c'est les tranchées. Il faut se concentrer sur ceux qui risquent d'investir. Donc, on va faire attention à la qualification des investisseurs. Et donc, du coup, tu nous disais, là, tu parlais de lead. En fait, tu as été chercher ton investisseur lead en premier. C'était vraiment ça. Au début, tu voulais... Première mission, on va chercher le lead, c'était comme ça que tu l'as fait. Alors pour te faire un peu la timeline, nous on a décidé de lancer la série B en juin. Ok, alors attends une seconde, on va remettre les dates. Donc toi, tu rentres dans la boîte à quel moment ? Moi je rentre en juillet 2022. Ok, Chief of Staff pendant 1 an, tu mets de l'ordre dans la boîte. C'est au moment justement de commencer la série B où on m'a passé directrice générale, entre autres parce que ça faisait plus de sens de leader la série B avec un autre titre que Chief of Staff. Ouais, on est d'accord. Pour les investisseurs, c'était plus facile pour eux de parler, etc. Après, il y a d'autres sujets en interne, en externe, et voilà, c'est pas que un titre, mais oui, c'est à ce moment-là où je passe directrice générale et on décide de lancer la série B. Pourquoi on s'est dit que c'était le bon moment ? C'est parce qu'on avait réussi à avoir les bons métriques qui arrivaient au bon endroit. On savait exactement ce qu'on allait faire de l'argent. Il y avait une énorme opportunité réglementaire pour nous, avec une nouvelle loi qui arrive là en janvier prochain. Donc du coup, fallait supercharge la machine avant. Donc voilà, opportunité de marché, le bon moment pour l'entreprise. On n'avait pas spécifiquement besoin d'argent, on n'était pas en danger de mort. Et ça, c'est hyper important, je le dis, parce que lever quand on est en situation de danger de mort,
c'est le pire des cas pour... Enfin voilà, j'imagine qu'il y en a qui n'ont pas le choix, mais c'est le pire parce que c'est là où vous n'avez aucun pouvoir. Bien sûr, quand on n'a plus de runway, les investisseurs le savent. C'est ça. Et il y a des investisseurs... Là, nous, on a levé dans un moment où c'était très difficile de lever. Les investisseurs le savent, ils connaissent leur pouvoir et on a reçu des term sheets, mais vraiment, où je regardais le truc, on rigolait, quoi. Enfin, on se disait, mais c'est incroyable qu'ils osent faire un truc pareil, mais évidemment qu'ils osent parce que ça marche, en fait. Il y a des gens qui ont le couteau sous la gorge et qui n'ont pas le choix. Ok, ça veut dire que la valo de ta boîte, il l'a dégradée de façon C'est pas la valo, en fait, la valo, c'est un sujet, mais on pourra en parler quand on parlera des term sheets, mais il y a beaucoup d'autres termes, et nous, ce qu'on appelle, c'est une question qu'on posait souvent dans les, j'allais dire en entretien, dans les entretiens avec les fonds, c'était est-ce que vous avez une politique d'être founder friendly ? Est-ce que vous voulez que le founder reste à la place de pilotage dans l'entreprise ? Est-ce que vous considérez que ça a une importance, ou alors vous voulez vous faire votre loi ? Et donc, ce founder mode, manager mode, est-ce que vous allez remplacer les founders par des managers ? C'est pas les managers, c'est par les fonds en fait. C'est qui a le pouvoir dans l'entreprise. C'est qui a le pouvoir dans l'entreprise ? Est-ce que c'est les founders ou est-ce que c'est les fonds d'investissement ? Et donc il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ont une politique assez founder friendly, où ils se disent moi j'investis dans le fondateur, donc je veux que le fondateur ait tout ce qu'il peut pour réussir, qu'il avance, etc. Et il y en a qui vont se dire non, moi j'investis, c'est pour dicter ma loi parce que je sais ce qui marche, je l'ai vu dans toutes mes autres boîtes et donc du coup je vais te dire quoi faire. Ils le disent texto ? Non, ils le disent pas texto. On est d'accord. Donc comment tu fais le tri entre ceux qui disent qu'ils adorent les entrepreneurs ? En fait, il y a des termes dans la term sheet, donc notamment sur la gouvernance. Donc dans une term sheet, on va décider comment on set up le board, qui a le droit de vote, est-ce que les fondateurs ont toujours une primauté par rapport au fond ou pas. Il y a toute la question de la liquid pref. Est-ce que en fait on met pas on n'emmagasine pas trop de je sais pas comment on le dit en français, les liquidités préférentielles, mais est-ce que en fait le fondateur se trouve pas dénué de tout son surplus au moment de la vente, parce qu'il faut que le fonds fasse son retour. Donc voilà, il y a des choses à voir avec son avocat ou avec d'autres fondateurs de ce qui est typique. C'est intéressant. Donc tu me dis qu'il y a des clauses qui viennent trahir en fait l'ADN des fonds. Ou en tout cas leur façon d'envisager la relation avec les entrepreneurs. Clairement, il y a des... En fait, c'est dans une term sheet, la valo, c'est presque anecdotique. C'est ce qui permet de roll out certains et de négocier entre deux. Mais je veux dire, il y a des fonds, c'était limite, les fondateurs n'ont plus du tout de droit, le board prend tout le contrôle, voilà. Donc, c'est des choses à regarder et en effet, leur demander s'ils sont founder-friendly, ça leur fait, devoir se justifier sur qu'est-ce qu'ils font qui est founder-friendly, quels exemples ils ont où ils ont aidé des investisseurs à vraiment avoir le contrôle de l'entreprise et pas le lâcher. Donc nous, c'était une question qu'on posait beaucoup. Et c'est important aussi de tester ces investisseurs en même temps qu'eux vous testent. Ce que j'adore, Laetitia, ce que tu es en train de nous dire et qui est passionnant, c'est qu'en fait, on a l'impression que tu as complètement retourné la table. Et qu'en fait, tu faisais passer des entretiens d'embauche à tes invests, quoi. Ouais, mais c'est hyper important. Et bon, déjà, c'est important pour la balance de pouvoir et pour la situation de confiance en soi aussi dans laquelle on est. On est en train de présenter sa boîte toute la journée, on répète la même chose. Ouais, alors Gagny, ça fait ça, on est super, gna gna gna. Mais en fait, l'important, c'est aussi de savoir si on a envie de passer du temps avec la personne, si ça va être un partenaire dans notre vie ou si ça va pas marcher. Peut-être qu'on n'aura pas le luxe de choisir. À ce moment-là, on ne sait pas si on aura beaucoup de term sheets ou pas. Mais c'est important de découvrir qui on a en face, voir si on s'entend bien, voir si on a envie de bosser avec eux, voir s'ils vont nous détruire à la première occasion. Et, c'est un recrutement. Après, vous êtes bloqué avec la personne pendant longtemps, donc vous faites bien de savoir avec qui vous bossez. Et voilà, et puis on peut pas on peut pas ignorer qu'il y a une partie d'affect dans la décision d'investissement aussi. Donc je pense que eux apprécient aussi d'être questionnés, qu'on s'intéresse à la manière dont on va travailler ensemble. C'est une sorte de promesse, un contrat qu'on se fait, quoi. On se dit, ok, alors imaginons que demain t'investis parce que ça fait 15 minutes que je te parle de moi et que ça te plaît. Qu'est-ce que ça va être, nous deux, comment on va bosser ensemble? Et donc en fait on s'imagine, on se dit ok, c'est quand on va travailler ensemble, je te présenterai des gens, ouais, mais tu vas m'aider à les closer ou pas, etc. Enfin voilà, et en fait on s'imagine déjà dans la relation. Donc c'est important de retourner la table. C'est aussi une technique de négociation, ça montre que on a le choix, on parle à plein de gens,
et que si c'est pas eux, ce sera celui d'à côté. Donc beaucoup de fonds n'aiment pas du tout ça parce qu'ils veulent être tout seuls dans le process, etc. Mais c'est important de les mettre en concurrence, qu'ils sentent qu'il faut qu'ils fassent qu'ils se outbid, quoi, qu'ils surenchérissent sur eux-mêmes. Donc voilà, leur montrer un peu qu'on a le choix, qu'on rencontre plein de gens et que si on les choisit eux, ils ont de la chance, on a de la chance et on est tous contents. Ouais. Donc pour en arriver là, il faut un process de faire et c'est entre autres ça que tu as mis en place chez Greenly. C'est quoi ce process ? Ok, quand vous êtes dit, donc donc t'es chief of staff, tu passes directrice générale, ta mission c'est d'aller faire cette série B et à ce moment-là, qu'est-ce que tu mets en place pour lancer cette série B ? Alors, le process que j'ai défendu comme ma forteresse corps et âme, parce que tous les investisseurs veulent pas de process. Les process, c'est pas bien pour les investisseurs. Ah ouais ? Ah ouais, non, parce que ça les met en concurrence. Donc, ils perdent leur pouvoir. Le process, c'est bien pour l'entreprise, c'est bien pour les fondateurs, mais c'est pas bon pour les investisseurs. Donc, les investisseurs, ils essayent de faire hors process. Donc, nous, avant de commencer la série B, avant de prendre la décision qu'on allait le faire, on a beaucoup d'investisseurs qui nous ont dit « Ah, vous allez lever plus tard dans cette année ? Mais attendez, vous embêtez pas avec un process, venez avec moi, envoyez-moi un petit business plan, non mais je vais pas trop t'embêter, envoie-moi ça comme document, et moi je regarde dans mon coin, et après je te fais une term sheet et on y va, il n'y a pas besoin de parler à d'autres gens, parle que à moi. Donc, évidemment qu'ils ont tout intérêt à faire ça, s'ils font hors process, on parle qu'à eux, on les met pas en concurrence, enfin, je veux dire, c'est les techniques de vente 101. Moi, et vous êtes dépendant, quoi. Donc, moi, je vais pas dire à mes prospects d'aller faire des RFP pour nous comparer à d'autres compétiteurs. Donc, évidemment que j'ai envie qu'ils parlent qu'à moi. donc non, on a eu beaucoup de tentations, surtout pour les fondateurs de Greenly qui avaient peut-être un peu moins d'expérience en levée de fonds. Ils se sont dit « Ah, mais attends, lui, il est super chaud, il va nous donner plein d'argent. Pourquoi on s'emmerde à faire un process, en fait on s'est déjà fait chier en série A. C'est ça. Pourquoi on attend ? Pourquoi on fait un process compliqué alors qu'il y a quelqu'un qui est prêt ? En fait, il n'y a personne qui vous donne de l'argent tant qu'il n'y a pas une term sheet et un truc signé. Ouais, d'accord. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui vont vous dire « Ah non, mais moi, je suis chaud, je vais investir. Il faut juste que je vois un quarter de plus pour être sûr que... voilà, je suis bien avec moi-même, etc. Mais ça va toujours être un quarter de plus, un quarter de plus, un quarter de plus. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est les empêcher de contrôler le timing et de nous-mêmes contrôler le timing et nous-mêmes être en complète ownership et complète maîtrise de ce qu'on fait. Et donc, le process, moi, j'ai pris vraiment le process Morgan Stanley, je l'ai appliqué. Alors, c'est beaucoup trop pro, je pense, pour le niveau qu'on avait chez Greenly. On est qu'une petite boîte en série B. Mais ça a marché. Alors, ça a marché, mais surtout, dans le contexte difficile qu'on avait, on ne pouvait pas se permettre... Enfin, on n'avait pas trop le droit à l'erreur, quoi. Vous commencez à quel moment ? C'est quoi la date ? Donc, le process. Juin, on prend la décision d'investir. Ok, on parle 2023. Tout l'été, c'est la phase de préparation. Phase 1, préparation. Ok. Donc, préparation, ça veut dire qu'il faut préparer la data room, la liste d'investisseurs qu'on va contacter, les deep dives éventuels qu'on veut faire avec les équipes. Donc, en fait, là, c'était beaucoup de travail avec chaque équipe de... je veux présenter tous nos efforts marketing. Faites-moi une super présentation qui dit qu'on est les meilleurs en marketing, que notre nom sort en premier quand on tape sur Google bilan carbone ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Donc, chaque équipe m'a fait une super présentation de tous leurs process, comment ils étaient organisés, etc. Wow. Moi, j'ai fait ma data room sur Notion. C'est un autre entrepreneur qui m'avait conseillé ça. Avant, chez Morgan Stanley, ça se fait dans des data rooms hyper sécurisés, beaucoup trop fancy pour une boîte en série B. Donc sur Notion, ce qui est bien, c'est que donc ça a la forme de page avec des pièces jointes. Et donc j'avais mon deck avec des slides parce qu'il faut toujours faire des slides. Mais ce que je pouvais faire, c'est que y avait une petite arborescence et il y avait par exemple marketing. Et en fait, je faisais un petit exec sum de ce qui nous rendait incroyable en marketing. Et après, je mettais le deck. Ce qui permet en fait d'écrire à la place de l'investisseur la note d'investissement que lui va donner à son boss. Parce que tout le monde est flemmard. On est d'accord. Et donc du coup, le junior qui va passer des heures dans ma data room, moi j'ai envie de contrôler ce que lui va dire à son boss. Et lui, il va arriver, il va avoir une data room avec des tonnes de pages et il va se dire « Oh, trop bien, il m'a mis un petit résumé à chaque fois. » Il va copier-coller ça dans Word. Et en fait, la note d'investissement qu'il va présenter à son comité à lui, c'est moi qui l'ai rédigée. J'adore. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est super conseil que m'a donné Oumiami. Ok. Donc le faire dans Notion.
Donc j'ai préparé mon Notion avec des présentations de tous les départements, présentation du business plan, donc faire un business plan, donc ça c'est engageant, quelque part c'est une promesse, il faut être à la fois ambitieux, savoir qu'on va être discounté, c'est-à-dire si on dit qu'on va atteindre 10, ils vont dire qu'on atteint 8. C'est clair. Et ça va driver la valo, donc attention à ce qu'on met, parce que si on n'est pas assez ambitieux, petite valo, si on est trop ambitieux, on n'est pas crédible, donc faire quelque chose qui soit à la fois... sérieux et ambitieux et justifié. Donc moi j'avais fait tout un deck derrière en expliquant là je pense que je vais réussir à faire ça parce que j'ai ça, etc. Donc expliquer bien toutes les hypothèses. Et en fait j'ai passé beaucoup de temps à préparer la data room et à préparer aussi un Q&A. Donc il y avait un Q&A commun à tous les investisseurs où ils pouvaient pas voir qui avait accès, mais ils pouvaient lire les trucs et questions. Et dès qu'on me posait une question, en fait je la rajoutais dans le Q&A avec la réponse. Donc déjà, c'est-à-dire que les gens se disent « Oh, il y a quelqu'un qui a rajouté une question », c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se posent des questions, donc il y a beaucoup de gens dans le process. Et en même temps, ça me permet de ne pas répondre 300 000 fois à la même question. On est d'accord. Parce que, please, économisons du temps. Et après, il y a la liste des investisseurs. Donc ça, tout le workstream liste d'investisseurs, c'est un truc qui va être assez important quand on lève peut-être pour la première fois ou qu'on n'a pas encore trop de relations. Moi, ce que j'avais fait depuis que j'étais arrivée chez Greenly, c'est que dès que quelqu'un envoyait un email, Alexis surtout, au CEO, en disant « Ah, je suis dans un fonds, j'aimerais bien vous rencontrer », et moi je les rencontrais. Je passais 30 minutes avec eux à leur expliquer ce que faisait la boîte. Et tous les quarters, on écrivait une newsletter pour tous les investisseurs avec qui on parlait. Et on leur disait un amazing quarter, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a sorti, etc. Et donc en fait, il y avait une base d'une centaine d'investisseurs avec qui on parlait depuis 4 quarters. Voire plus pour ceux qui y parlaient avant que j'arrive, et qui nous suivaient, et qui étaient fans de nous, et qui étaient déjà un peu éduqués sur notre truc. Donc, et qui avait un FOMO de ouf. C'est ça. Et donc du coup, faire ses relations investisseurs en avance, c'est bien, parce que ça m'a fait économiser pas mal de temps. Et donc du coup, en fait, j'ai pas eu du tout à créer des relations avec des investisseurs, à demander à nos investisseurs à nous, ou à des conseillers. On avait beaucoup de boîtes de conseils en levée de fonds qui venaient nous voir en nous disant « Ah, mais vous connaissez personne, vous connaissez aucun fonds, on va vous présenter au top fonds. » Et j'étais un peu là, en fait, si tous les top fonds, ils sont dans ma liste, je les garde, j'avais mon super Excel de tracking. Donc en fait, on parlait déjà à tout le monde avant de commencer la série B, donc on avait déjà notre liste d'investisseurs. Donc quand tu dis liste d'investisseurs, c'est les fonds et également les associés, les partenaires dans les fonds en particulier? Alors, bon point, c'est que moi j'avais la liste de tous les fonds à qui je parlais. En général, moi j'avais parlé pas au niveau partenaire, donc il y en a quelques-uns pour qui c'était le niveau partenaire, d'autres pour qui c'était le niveau plutôt en dessous, associé principal, associate principal. Il y avait un process qu'on a mis en place, donc dans le process, et je vais en parler, il y a une vraie différence entre avoir le partenaire et l'associé, et l'associate. À ce niveau-là, c'était vraiment surtout faire la liste des fonds à qui on allait parler et qu'on allait inviter dans le process, parce qu'en fait, on invite les gens dans le process. Donc, une fois qu'on a tout prévu, qu'on a validé la liste des investisseurs avec nos fonds d'investissement actuels, qu'ils ont rajouté leurs copains, qu'ils n'étaient pas encore dans le truc, qu'on a tout qui est préparé et qu'on est prêt à tirer, là, on tire. Alors, le moment où on lance le process, c'est un peu le moment de non-retour, parce qu'on annonce à tout le marché. Vous faites un coming out, quoi. C'est ça. On annonce à tout le marché qu'on va lever des fonds d'ici Q1 2024. Si on n'a pas levé des fonds en Q1 2024, ça veut dire qu'on est nul, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et que toute la planète a regardé et que personne n'a voulu investir. Donc en fait, quand on sort de là, quand on sort du bois, c'est déjà un risque, quoi. C'est qu'on s'est dit, là, on n'a pas le choix que de réussir. Vous êtes back against the wall. C'est ça. Donc là, ça fait peur. Et ce qu'il faut avoir fait, c'est prévoir des plans B. Et on va y retourner, parce que voilà, on avait un plan B au cas où ça ne marchait pas, mais on a pris la décision de faire un process plutôt large. Chez Morgan Stanley, j'avais fait la plupart des process que j'ai fait, c'était large. Qu'est-ce que tu appelles un process large, excuse-moi? C'est un process où on va contacter toute la Terre en leur disant « Est-ce que vous voulez investir chez nous ?» Versus un process targeté où on se disait en fait, on va juste voir nos 5 investisseurs préférés et on fait un mini-process avec juste les 5 en les mettant en concurrence. Et si ça marche, mais si ça marche pas, tous les autres, ils savent pas qu'on a essayé de lever, donc on peut réessayer dans 6 mois. Donc en fait, c'est un peu ça aussi qu'il faut se demander, je pense à ce moment-là, enfin ça c'est une grosse décision de la levée de fonds, c'est est-ce que je fais mon coming out et je dis à toute la Terre que je levais, je crois qu'il y a un seul fonds d'investissement qui n'était pas au courant qu'on était en train de lever des fonds, mais si on se ratait, c'est sûr qu'on pouvait plus le relever pendant 1 an. Donc fallait gérer notre cash, trouver d'autres moyens, mais en tout cas, on n'avait pas le droit à l'erreur.
Alors que si on avait été plus targeté, on aurait pu avoir le droit à l'erreur, mais en tout cas, moi, j'étais pas capable à ce moment-là de dire, il y a ces 5 ou voire 10 fonds où je suis sûre qu'il y en a un, deux qui investit chez nous, parce que tout ce que je voyais, c'était des promesses superficielles de gens qui disaient, ah mais si, je suis trop intéressée, mais j'attends de voir, etc. Donc, moi, je voulais pas perdre non plus 6 mois à faire un mini process. Bah, c'est ça, parce que ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ouais, bah c'est ça, c'est que ça permet d'avoir des plans B, de refaire des levées de fonds plus tard, mais c'est quand même un risque parce qu'on se concentre que sur 10 personnes et que faut voir le taux de réussite, mais si on a faut qu'on ait au moins 10% de ces fonds-là qui fassent une term sheet, sinon on aura de la levée. Donc nous on a préféré faire un process filet plutôt que pic. Que pour faire une référence de pêche. Ouais, pic ou canne à pêche, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a contacté toute la planète. Est-ce que vous avez envoyé un faire-part ? Exactement. T'es sérieuse ? Alors j'avais préparé le process. Donc première étape, c'était un petit teasing en juin en disant something will happen. Si ça vous intéresse, contactez Laetitia. Alors déjà tout le mois d'août, j'étais en call avec des gens. Qu'est-ce qui va se passer, nanana. Et je vais dire, je te le dis à toi, hein, mais on va lancer un process au mois de septembre. Ça va être la folie, etc. Septembre, j'envoie à tout le monde un email genre en mode cher machin, cher truc, vous êtes formellement invité au process de levée de fonds, voilà comment ça va se passer. Donc 4 bullet points sur nous et 4 bullet points sur la levée, on lève 50 millions pour aller s'étendre et faire ci, ça, ci, ça, ça. Donc du coup, tous les investisseurs de la place reçoivent ça et je leur explique là-dedans, voilà comment se déroulera le process. Première étape, entretien avec Laetitia de 15 minutes. Donc c'est un call avec moi de 15 minutes où je vérifie que l'investisseur est sérieux, qu'il a envie, qu'il y a tout qui correspond bien, etc. Et je dis, voilà, si ça passe, si vous êtes content, deuxième étape, rendez-vous de 1 heure avec tous les founders. Donc finalement, on n'a pas fait tous les founders, on a fait surtout Alexis à chaque fois, et puis parfois, il y avait un autre founders, et moi, où on vous raconte l'entreprise. Donc ça, c'est la management presentation. Et donc on avait un petit pitch deck sexy où on racontait un peu comment on en était arrivé là, ce qui est intéressant chez nous, on mettait en avant nos beaux trucs et puis ils avaient un peu de Q&A. Et nous aussi évidemment on posait des questions. Ensuite, en visio ou en présentiel Alors nous c'était au choix. On avait beaucoup d'investisseurs américains dans le process, donc beaucoup de visio. Il y en a qui venaient en présentiel. Eux se déplaçaient pour venir vous voir. Ah oui. Non mais c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que c'est à toi en tant que start-up française d'aller aux US pour les voir. Non, alors on a fait une partie du roadshow. Donc il y avait un événement, il y avait la Climate Week à New York. Donc Alexis est parti à New York pour la Climate Week. Et il se trouve que j'ai essayé de caler une ou deux management presentation en personne pendant sa semaine à New York, mais on n'est pas allé à New York faire un roadshow. En fait, quand j'étais chez Morgan Stanley, en vrai, ça se faisait en personne, hein, les roadshows. Moi, j'avais fait les roadshows avec Mano Mano. On avait fait 3 jours à Londres, 3 jours aux US, une semaine à Paris. Où on avait nos petits sacs à dos et on courait partout, etc. Mais depuis le Covid, c'est beaucoup plus en visio. Ouais, bah bien sûr. Donc, du coup, c'était pas choquant de le faire en visio. Ouais. Mais certains investisseurs, et c'est intéressant, américains, sont venus en France vous voir. Alors, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns. Mais sinon, c'est plutôt en France, on voyait les Anglais et beaucoup d'investisseurs de Londres et les Français. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'à la management presentation, obligatoire d'avoir un partenaire. Donc ça, c'est important parce que même si c'est l'associate et le principal qui va faire tout le travail et que c'est vraiment eux qui ils prennent pas la décision, mais si on n'a pas leur buy-in, ça marche pas. Faut pas dénigrer leur travail. C'est quand même eux qui font tout le travail préparatoire, qui poussent en interne. Si on n'a pas un partenaire qui a rencontré le founder, qui a cliqué avec lui, la décision elle va être beaucoup plus difficile à prendre. Et donc en fait, nous on voulait qu'il y ait à chaque fois un partenaire dans le meeting avec Alexis. Donc c'était un peu la règle, hein. C'était le premier meeting d'intro, on peut le faire avec moi, mais c'est par contre à la management presse, il faut qu'il y ait le partenaire. Nous on ramène notre CEO, on veut en face un partenaire. C'est ça. Et donc en fait là c'est le moment aussi où il y en a un peu qui drop. Donc entre l'étape call de qualification, déjà entre invitation et call de qualif, on en a eu quelques-uns qui nous disent je suis pas intéressé, ou alors c'est pas le moment, ou j'ai pas d'argent, machin. Donc il y en a qui drop pour des raisons voilà, donc là je dirais qu'on a perdu 10%. Ensuite, entre le call de qualif et la management presentation, presque pas de perte. Waouh. Non, c'est pas waouh, c'est parce qu'ils nous font perdre notre temps. C'est qu'ils ont rien à perdre à aller faire 1 heure avec nous. Et toi, t'en as pas sorti ? Bah alors, moi j'ai essayé d'en sortir quelques-uns. Donc voilà, quand il y en avait que je les sentais pas. Quand je savais que ça allait pas le faire. Mais c'est vrai que c'est difficile à ce moment-là. Et ça, je le regrette un peu, hein, je pense qu'on a perdu du temps, de fermer une porte
quand on se dit ça aurait pu être lui quand même. C'est risqué, on a quand même besoin d'argent. Donc là, on est censé, voilà, c'est ça, c'est qu'on est censé faire un peu un filtre, mais c'est difficile de filtrer. Donc on les envoie en management press. Après la management press, l'étape d'après, c'est d'avoir accès à la data room. Ouais, parce que je leur donne pas accès à la data room. Je leur donne aucun data avant d'avoir rencontré le CEO. Ouh. Alors ça, c'est important parce que, ils avaient un petit teaser, donc une page ou deux, quoi. Mais sinon, ils avaient rien parce que, en fait, on veut pas que ce soit un analyste qui fasse tout le travail sur la data et qui disqualifie le deal avant même que notre founder puisse shiner devant le partner. Donc ça, c'est un peu un parti pris qui est très coûteux en temps. Parce que du coup ça veut dire que tout le monde va dire ok c'est bon, je déplace mon partenaire pour qu'il aille faire le truc et après je le disqualifie sur la data. Donc ça fait perdre du temps, mais au moins on est sûr que tous ceux qui ont dit non ont eu au moins l'opportunité de rencontrer les fondateurs, connaître l'histoire, etc. Donc ils ont le meeting avec le fondateur. Là on en a recalé quelques-uns avec qui ça n'a pas cliqué. Mais ensuite et certains vous ont aussi recalé, j'imagine. Alors sur la base, en fait comme l'étape d'après c'est d'avoir du data, qui dit non à avoir du data? Oui, d'accord. Donc l'étape d'après, en effet, tout le monde était un peu là, genre oh bah évidemment, envoyez-moi le data. Donc on a peut-être perdu 3 ou 4, mais c'était vraiment rare qu'on ait rencontré et qui nous disent oh j'ai même pas envie de voir le data. Enfin je veux dire, au pire ça les éduque quoi. Ils sont curieux quand même. Ils ont passé du temps avec vous, ils ont bien envie de voir la data. Non mais même ça les aide à faire d'autres décisions d'investissement à côté. Donc ils veulent du data parce que le data c'est clé. Et moi j'ai une amie qui travaille dans un fonds d'investissement et qui m'a dit dès le début. Moi, je t'avoue, si c'était pas toi, je t'aurais fait perdre ton temps, je t'aurais amené jusqu'à la management press, j'aurais pris ton data et je l'aurais storé dans un coin de mes dossiers et j'aurais plus jamais répondu. Elle dit donc comme c'est toi, je vais être sympa et je vais pas le faire. Mais voilà, c'est parce qu'elle faisait partie de ceux dont on a parlé tout à l'heure, qui sont plus late stage et qui font leur due deal pour la série C. Donc voilà pour le data. Et donc une fois qu'ils sont dans la data room, là il se passe plusieurs choses. Donc eux ils font leur travail de leur côté et là ils nous font des séances de Q&A. Donc soit ils nous envoient des listes de questions et dans ce cas je réponds à tout le monde en même temps dans la liste si c'était des bonnes questions, si c'est des questions qui te mettent mal à l'aise je réponds plutôt en one-one. mais voilà il y a le Q&A, il y en a qui veulent des sessions supplémentaires, donc là j'ai dû un petit peu motiver mon C-level pour avoir je veux une session avec votre CTO, avec votre head of marketing, etc. Donc chacun venait faire ses petites présentations, moi je contrôlais, je dis attention, il faut bien dire ça, c'est ça qu'il faut mettre en avant, ça t'es pas obligé d'en parler. Donc tu les coachais, chacun d'entre eux. Je les coachais sur ces petites sessions parce que c'était assez important. Et alors la finalité de tout ça, c'était la date butoir pour la term sheet. Que tu avais donnée. Alors, ce qui est important, c'est que c'est ça. C'est nous qui donnons la date. Et on dit, tout le monde doit avoir rendu sa copie le 15 octobre. Pourquoi c'est important de donner la date ? C'est que ce que tu veux pas qu'il se passe, c'est qu'il y ait quelqu'un qui dit, c'est bon, j'ai vu ta data room, je te donne mon offre maintenant, mais t'as qu'une semaine pour l'accepter. Ouais, bah non. Et que toi, bah non, t'es encore en train de faire tes management press, il y a quelqu'un que t'adores, que tu vas rencontrer la semaine prochaine et qui va devoir avoir besoin de travailler, etc. Donc en fait, tu veux que personne essaye de préempter parce que ça t'enlève ton côté compétition. Alors que si tu dis à tout le monde, vous me donnez des term sheets de la semaine du machin chose, tu prévois toutes tes management press avant, personne n'est en retard et tout le monde arrive. Et ils savent que c'est la règle, quoi. Où ils jouent le jeu, ou en fait... Ouais, bah c'est ça, c'est qu'ils savent que c'est la règle. Et donc tout le monde devait donner sa term sheet. Bon, après, on a décalé d'une semaine parce qu'on avait des management press et tout. Donc voilà, il y a eu des petits décalages dans le temps. Mais au moins, il fallait qu'on ait tous les term sheets en même temps. Et donc après, on regarde tous les term sheets qu'on a. Donc attends une seconde, juste pour remettre un peu le timing. Donc il y a eu 1 mois et demi entre le moment où tu as fait les premiers calls et le moment où vous vouliez avoir les term sheets, c'est ça ? Ok. Au final, ça finit par être plus de 2 mois. Ouais. C'est quand même cadencé, quoi. Ça fait Ouais, et c'est beaucoup de temps, en fait, hors du business. Donc ça, petite parenthèse, hors levée de fonds, c'est compliqué parce que pendant tout ce temps-là, c'était du matin au soir, rendez-vous investisseur, questions, etc. Enfin, ça s'arrêtait pas. Toi, t'étais là-dessus full time. Ah oui, donc, clairement. Ouais. Mais même Alexis, même s'il essayait de faire d'autres choses à côté, c'est sa vie. C'est moi qui lui dictais sa vie, quoi. Ouais. Et ce qui est très difficile aussi, et ce qui a été très difficile pour les fondateurs, c'est que sur la centaine d'investisseurs avec qui on parlait, au final, ils n'ont pas tous fait des term sheets, et que même si on a eu un peu moins de 10 term sheets, on a eu du coup 90 non. Ouais, ça fait mal malgré tout. Et alors,
la première fois qu'il y a quelqu'un qui dit non, tu dis oh pfou, il a rien compris celui-là, il s'en mordra les doigts bientôt. Après il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Et je me souviens, on avait une petite channel série B où à chaque fois je disais ah bah lui il a dit non et voilà son feedback, etc. Et je veux dire, parfois c'est des feedbacks intéressants sur nous, la manière dont on fait le business. Souvent c'était que c'était pas leur truc, ils pas n'avaient pas assez bien compris le pas machin, dans la thèse, c'est ça, voilà. Et donc en fait à chaque fois je leur envoyais les noms et ça leur faisait trop mal en fait. C'était que c'était trop de négativité en continu. Ils m'ont dit mais arrête de nous dire non, arrête de nous envoyer les noms. C'est ça, c'est genre tu nous diras à la fin ce qui se passe. Mais là on n'en peut plus de voir des noms. Et au final c'est pas grave parce qu'à la fin on a eu quand même assez d'investisseurs pour continuer. Enfin on a eu de la chance et tout, mais voilà, c'est se prendre beaucoup de portes. Et donc, il faut être prêt psychologiquement à recevoir beaucoup de noms, beaucoup de gens qui vont vous dire et voilà, et il faut pas le prendre personnellement. Ça veut pas dire ce que vous faites c'est de la merde. Ça veut pas dire que l'entreprise va se foirer. Voilà, c'est juste cet investisseur-là à ce moment-là, c'est non. C'est intéressant parce que tu nous as décrit la stratégie que tu avais choisie, qui était une stratégie très large. Et on se dit qu'effectivement, si tu avais une stratégie beaucoup plus restreinte, en fait, ça aurait été vachement risqué par rapport aux résultats que vous avez eu à la fin, quoi. Oui, et vous étiez une belle boîte, quoi. Alors, nous, on a eu moins de 10% de term sheet, donc si on est 10 personnes, on n'aurait pas eu de term sheet. Donc, mais par contre, comme on a fait 100 personnes, on a eu plusieurs term sheets, on a eu le choix, le luxe du choix. Vous avez eu le choix à la fin. Après, il y a eu des rebondissements, des investisseurs qui ont essayé du coup de préempter avec des termes alléchants. Donc comme quoi, c'est intéressant à savoir. Non mais voilà, c'est des valorisations qui étaient très élevées par rapport aux autres. Et on a fait, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. On a failli partir avec cette personne, mais avant de lâcher tous les autres, on a un peu creusé. Et il se trouve que ce fonds-là, en fait, était un fonds qui avait lui-même pas levé. Et donc, qui voulait vous utiliser pour faire ça lever. Et on a mis un peu de temps à le comprendre parce qu'au début c'était un peu oui alors voilà la term sheet, par contre faut qu'on voit un petit peu, enfin c'était un peu, il y avait des choses floues. Et on se disait mais qu'est-ce qui se passe exactement, et au bout d'un moment c'était oui non mais en fait je me dis on va en parler plutôt pour Q2 2024, et attends comment ça Q2 2024, ils font ouais non mais alors il y a peut-être un sujet, enfin on n'arrivait pas bien à comprendre ce qui se passe, et à un moment il finit par nous sortir ah attendez en fait ça se trouve tout est sauvé, mon partenaire part je sais pas où pour lever des fonds donc ça va le faire. Donc attends donc en fait tout ce temps-là t'avais pas de fonds, et ça c'est une question que j'ai pourtant posée au début, mais c'est rien de leur obligé de répondre. Oui alors c'est compliqué etc. Donc là on a dit non attends, ça, c'est un classique, si vous avez pas l'argent, nous on n'attend pas de 2 quarters, on veut une réponse ferme maintenant. Donc heureusement on n'avait pas shut down tous les autres, parce que ça c'était le risque quand même de dire à tous les autres ah ben on a mieux que vous. Donc on a utilisé cette term sheet quand même pour négocier les autres. Enfin c'est ce qu'on faisait avec les autres, parce qu'on leur disait voilà on a une super term sheet, si vous vous alignez, we can work something out. Mais elle était quand même très élevée, donc par rapport aux autres ils se disaient un peu c'est quoi enfin beaucoup n'ont pas pu y aller. Et donc c'est là qu'après on s'est dit attends on va retourner vers les autres investisseurs, on va se dire ok on n'a pas besoin d'une valo aussi délirante, on va prendre quelque chose de plus raisonné, et on va trouver un investisseur qui est beaucoup plus sérieux. Et c'est là qu'on a, enfin voilà, c'est aussi ce que je te disais sur la relation avec les investisseurs. Il y a Fidelity par exemple, qui était l'investisseur qu'on a fini par choisir comme lead, qui était un investisseur les plus sérieux en termes de connaissance du secteur. Et ça c'est hyper important. Eux ils avaient vu tous les boîtes du secteur et ils connaissaient vraiment les produits pour savoir qu'on était celui qu'ils préféraient. Et ça faisait vraiment une différence quand on leur parlait dans... Il y avait une conversation plus riche, plus... c'est ça, c'est qu'en fait, ils comprenaient, et les problèmes que les autres soulevaient, c'était pas des problèmes pour eux, parce qu'ils disaient, ouais, mais enfin, c'est normal quand on voit votre business que c'est comme ça, et on disait, oui, c'est ce qu'on se tue à expliquer à tout le monde, donc en fait, tout était beaucoup plus fluide. Et il y avait vraiment une vision, c'est aussi intéressant dans les styles de fonds, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, les fonds de growth, on était assez gros pour eux, mais pas assez expérimentés. Donc du coup, à chaque fois, il y avait du cafouillage, et eux, presque tout le temps, ils ont droppé parce qu'ils se disaient « Oh, on vous adore, mais ce sera pour le prochain, parce qu'il faut qu'on ait un peu plus de track record. » Donc les fonds de growth, malheureusement, ça marchait pas, et on aurait pu le savoir avant et économiser pas mal d'heures. Les fonds de VC, il y avait un peu un sujet que ils arrivaient à mettre des tickets jusqu'à 5, 10, etc., mais que c'était un peu difficile pour eux d'aller au-dessus. Et donc on aurait dû faire un consortium avec beaucoup de fonds. Donc en fait ceux-là on se disait plutôt peut-être que ce sera des bons followers. On avait une petite banque de followers sur le côté,
c'était assez utile de les avoir et parce que voilà, on se disait au pire, on n'a pas besoin d'avoir un mec qui met tout l'argent et on peut en prendre plusieurs. Et à la fin, on a fini d'ailleurs avec pas mal de followers parce qu'on a rencontré des gens qui pouvaient chacun nous apporter des choses particulières et bénéfiques. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez par exemple, en follower, on a BGV, Benamou Global Ventures, qui est un fonds américain fondé par des entrepreneurs. Et donc, eux, ils nous apportent vraiment des conversations intéressantes avec des gens qui ont déjà vu le film, avec des Américains qui nous aident un peu à nous développer sur le marché US. Okay. Donc ça, voilà, c'est pas mal à avoir. On a des investisseurs stratégiques aussi. On a HP Enterprise, où il y a toute une dimension de partenariat avec eux. Okay. Et puis, on a Move. Donc Move, c'est intéressant parce qu'il appartient à Kepler-Chevreux et en fait, ils sont clients chez nous. Ok. Et donc en fait, ça nous tenait aussi à cœur d'avoir un investisseur qui soit un client de chez nous. Ouais, la voix du client. Et c'est ça, et qui sait un peu ce qu'on est. Donc maintenant, nos investisseurs deviennent des clients après avoir investi. Mais c'est sympa, c'était sympa pour nous d'avoir quelqu'un qui... on parlait de comprendre le business, eux ils comprenaient le business parce qu'ils disaient oui, non mais moi je comprends ce que vous faites, je suis dedans, je l'ai fait moi-même. Donc voilà, chacun nous apportait un petit peu quelque chose de différent. Et donc bon, Fidelity du coup c'était notre premier choix, donc il y a eu un peu de négociation de term sheet parce qu'on avait d'autres term sheets concurrentes et encore une fois c'était pas que sur la valo, mais Fidelity était très founder friendly, mais un peu en dessous de la valo d'un autre, et donc du coup l'autre était un peu moins founder friendly mais avec une plus haute valo, et donc on a dit à Fidelity alignez-vous sur la valo et on est good, et donc c'est ce qui s'est passé, et finalement du coup tout s'est bien passé, on a fini par signer la term sheet de Fidelity le 15 décembre, la veille de mon anniversaire. Ouais, j'étais hyper contente. Tu m'étonnes. Et après process légal. Donc le process légal, c'est un peu là aussi où il y a toutes les négociations sur les petites lignes et tout. Donc je passe rapidement dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de balance de pouvoir. Pendant ce temps-là, c'est aussi là où on choisit les followers. Ouais. Donc les followers, en fait, important à bien définir. Parce que nous, on avait donc 3 followers, et l'intérêt, c'était qu'ils prennent le deal tel quel, sans rien changer, mais surtout qu'ils n'étaient pas... en fait, notre avocate nous a dit, est-ce que c'est vraiment des followers ? Et on a dit oui, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux n'avaient pas l'habitude d'être des followers, comme c'était des VC, ils avaient plutôt l'habitude de leader des rounds. Et ils ont voulu avoir une place de lead un peu dans la gouvernance. Okay. Et donc, on a dû vraiment galérer. Normalement, les followers, ils lisent le contrat, ils signent et ils font aucun commentaire. Là, on a dû avoir beaucoup d'échanges d'avocats, ce qui a décalé la série B d'au moins 1 mois. Ah mince. Parce que en fait, ils se comportaient pas du tout comme des followers. Okay. Donc c'était au final, on s'est arrangé, et tout le monde est content, et on leur a donné certains droits et pas d'autres. Mais c'est vrai que c'est un truc important à voir. Après, c'est quelque chose qui fait décaler d'1 mois, donc au pire, c'est que des process d'avocats. Mais nous, on a été un peu pris de court par ça. C'est est-ce que nos followers, parce qu'on avait d'autres followers, on avait par exemple Brian Halligan, le fondateur de HubSpot. Lui, il a pris les papiers, il les a signés sans faire de chichi, mais parce que lui, il voulait l'intérêt économique, alors que nos followers, ils avaient un peu plus d'intérêt. Ils étaient un peu plus institutionnels, un peu plus matures, et donc du coup, ils voulaient avoir plus de droits, un peu comme le lead, sans être lead. Donc voilà, c'est ça qui a un peu complexifié la partie légale. Et sinon, voilà, on a signé la partie légale, et puis un jour, on a fini tout ça, et tout était signé, et c'était... Wouhou. Et c'était la fin. Et c'était ton anniversaire? Non, alors c'était la term sheet à mon anniversaire. La signature du deal, c'était fin février, pour une annonce, du coup, communication en mars. Ok. Qu'est-ce que tu t'es dit une fois que ça s'est signé? C'est sûr que pendant le process, c'était le stress absolu, on savait pas du tout si on allait le faire ou pas, etc. Si on allait réussir, quoi. Une fois qu'on a signé la term sheet, j'avais confiance en nos investisseurs, mais on n'est jamais sûr tant que c'est pas signé. Hein. Rien n'est fini tant que c'est pas signé, donc on a timidement pris une petite coupe de champagne au bureau en faisant croire, parce qu'on n'avait pas du tout communiqué avec les employés. Ah ouais. Donc il y avait juste les C-level qui étaient au courant, quoi. Ouais, même, ouais. Et je me souviens qu'on a signé la term sheet, je pense pas qu'on l'ait dit aussi level non plus. Hein. Tout le monde était au courant qu'on était en train de lever, mais on a dit à personne que c'était fait jusqu'à que ce soit fait. Ouais. Et donc, quand on a eu la term sheet, je me souviens, on avait ouvert une bouteille de champagne, on avait fait croire que c'était pour mon anniversaire. Et donc, on était au bureau, on était là, non, mais on prend juste une petite coupe pour l'anniversaire de Laetitia.
Mais voilà, et après, par contre, quand ça a été fini et qu'on a vraiment signé le truc, on avait un événement, on avait notre équipe américaine qui était de passage à Paris, donc on avait un événement US à Paris, quoi. Et je me souviens, pour les signatures, toute la journée, j'étais en train de courir après tout le monde pour que tout le monde signe. Et j'arrive au resto et j'étais sur... je crois que non, j'étais pas en vélo parce que j'étais très très enceinte, mais j'étais sur le chemin pour arriver au resto. Et quand j'arrive au resto, j'ai enfin la dernière signature et je vois, il y avait les 3 fondateurs qui étaient là. Et je leur dis, ça y est, c'est fait, on l'a fait. Et donc vraiment, j'ai senti la lâcher de pression, quoi, que enfin, c'était fait, quoi. Enfin, vraiment énorme soulagement. Comment t'as fait? On comprend le stress de malade, malgré l'organisation, hein, ce qui est fou de faire qui était la tienne. Comment t'as fait au-delà de l'organisation, comment t'as fait pour gérer ce stress-là tout au long du process? Je sais pas, enfin, la gestion de stress, j'ai beaucoup travaillé, j'étais enceinte, j'avais très peur aussi, du coup, de par ma grossesse, que ça se fasse pas, parce qu'il y a des moments où on s'est dit, ok, c'est mort, on va pas y arriver, il faut qu'on pense à un plan B, etc. Et il y a des plans B qui impliquaient de relever plutôt en juin 2024. Et moi, j'étais un peu là, genre, personne ne le sait, mais en fait, moi, je serais carrément à la maternité en juin 2024, donc pas possible. Et je voulais pas que les décisions de l'entreprise soient basées sur mes conditions personnelles. Donc déjà, t'étais dos au mur parce que vous l'aviez annoncé, mais en plus, toi, tu savais assez rapidement... Moi, j'avais pas le choix, il fallait que ça marche aussi. Fallait que ça marche, quoi. Et donc, et puis enfin, il y a un de mes investisseurs qui avait dit à Alexis, si ça marche, t'as fait la meilleure décision de ta vie à prendre Laetitia. Si ça marche pas, c'était vraiment une connerie. Oh putain, c'est pas sympa. Oui, mais bon, on s'aime. Et donc bon, enfin après, moi, j'avais pas particulièrement peur pour mon job. Hein. Je me disais, on va survivre. On avait des plans B. Alors, c'est vrai que c'est ça, je pense, qui m'a aidé à gérer mon stress, c'était de réfléchir au plan B. Et qu'est-ce qui se passe si on se rate? Donc ça, on y a réfléchi depuis avant la décision de lever des fonds. On a réfléchi à prendre de la dette. Donc en fait, on s'est dit, la dette, c'est pas idéal, ça coûte cher en intérêt, etc. Mais c'est important d'avoir une flexibilité et d'avoir un plan B si on se rate. Si ça marche pas, quoi. Et donc, on a commencé à parler avec des banques. Donc il y a les prêts un peu normaux, baquets, BPI, etc. Mais c'est 1-2 millions, ça allait pas changer vraiment la face du monde. Et on a trouvé un deal avec HSBC qu'on a signé en juin, du coup, juste avant la série B, pour une ligne de crédit qu'on aurait pu tirer. Et en fait, on l'a négocié en juin, mais on avait jusqu'à justement fin octobre pour closer le deal et décider si on prenait cette dette ou pas. Ah ouais. Et donc, en fait, c'était un peu notre plan B où on disait, s'il y a une merde, s'il y a un problème et que c'était dans le process, on a ce plan B qui est de prendre de la dette. Ok. Donc ça, c'était le premier plan B. Et le deuxième plan B qu'on a mis en place, donc le plan C, qu'on a mis en place, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, même prendre de la dette, ça va coûter cher, ça va mettre l'entreprise dans une situation de pression, de paiement d'intérêt, etc. Donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et il y a la solution plutôt évidente de la rentabilité. On n'y pense pas souvent en start-up. Mais on s'est dit, ok, si on doit être profitable, qu'est-ce qu'il nous faut? Comment on devient rentable, quoi? Et il se trouve qu'on n'était pas forcément très loin de la rentabilité. Donc on avait des objectifs de croissance et des ambitions qui étaient énormes. Donc en fait, on investit énormément en sales et marketing. Mais on a des marges brutes qui, comme je disais tout à l'heure, qui étaient très saines et qui faisaient que en investissant... beaucoup moins en marketing et en étant plus strict et en se concentrant sur nos clients existants et leur rétention, on aurait pu, donc on a fait un plan à l'intermédiaire, voilà, où on arrêtait un peu de se développer aux US où ça coûte super cher, etc. On aurait pu être profitable, en tout cas de cash positive, à partir de l'été 2024. Et donc du coup on s'était mis sur cette trajectoire en fin d'année, avant de signer la term sheet. On s'était dit, ok, on se met sur une trajectoire profitable. Et je me souviens, en février, c'était le mois où on a frôlé le cash positif parce qu'on avait mis en place tous ces trucs-là pour être cash profitable. Et ensuite, on a levé l'argent et donc du coup, on a redépensé et on a réouvert les vannes. Mais voilà, on avait ce plan de profitabilité et je pense que c'est hyper important. Et ça, comme conseil aux autres entrepreneurs, c'est faut savoir ce qui se passe si on n'y arrive pas, parce que si on dépend de ça, en fait, c'est toute l'entreprise. Enfin, c'est ça, c'est que
enfin, il y a des marchés où c'était la folie et tout le monde pouvait lever sur un PowerPoint. Maintenant, c'est hyper compliqué. Et donc, il faut savoir qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, parce qu'il y a quand même de grandes chances que ça marche pas. Ouais, c'est sûr. On l'a compris, hein, malgré le fait que vous étiez organisé, que tu avais été recruté pour ça, que tu connaissais ces process. En fait, à la fin, il est resté 10% des 100 investisseurs que vous aviez sourcés, quoi. Ouais, mais c'est énorme. Enfin, on a eu de la chance, hein, parce que après, il en suffit qu'un seul. Hein. Mais en effet, ce qu'il faut, enfin, ce qui fait que ça marche, c'est de pas dépendre de ça, et ça nous met aussi dans une bien meilleure position pour négocier avec les investisseurs. Quand on n'a pas besoin d'eux, tout d'un coup. Suis-moi, je te suis. C'est ça, enfin, c'est beaucoup plus facile de rester ferme sur ses positions quand on a le choix. Ouais, c'est certain. C'est certain. Alors, quelques dernières questions pour cet entretien qui a déjà été très très riche. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes sur ce chemin, vous avez fait une belle série B, vous avez levé 50 millions, vous continuez à vous développer, entre autres à l'international. Donc la question de la série C, potentiellement, se pose. En tout cas, elle est là, quelque part. Est-ce que déjà aujourd'hui, tu structures la boîte pour être prêt et si oui, qu'est-ce que ça demande, en fait? Ouais. Là, déjà, je prends un break des conversations investisseurs. Je parle beaucoup moins des investisseurs qu'avant. On a arrêté les quarterly updates, etc. Enfin, il n'y a plus de newsletter. La newsletter, je pense qu'on va la recommencer en 2025, mais là, on avait besoin de prendre un petit temps, se poser, se reconcentrer sur le business. On a laissé tomber le business pendant 6 mois. On n'était plus du tout concentré, on n'était plus du tout sur le dos de tout le monde. Donc là, il faut quand même se remettre vraiment dans le business. Donc ça, c'est une première partie. Après, on verra quand est-ce qu'on lèvera. Là, pour l'instant, je sais qu'en tout cas, les fondateurs, ils sont un peu vaccinés contre les levées de fonds. Ils se disent, on n'est pas obligé de relever tout de suite, soyons tranquilles. Et donc, on fait beaucoup plus attention à notre gestion du cash. On essaie d'être plus mature. Et en fait, on essaye de devenir série C ready. Parce que maintenant, ce que les gens demandent en série A, en série B, en série C, c'est très différent. Ouais. Et donc, ce qu'ils vont demander en série C, c'est qu'on ait résolu tous les problèmes sur lesquels on avait peut-être un petit passe-droit en série B. Donc, il va falloir qu'on prouve notre capacité à scaler, à passer du 10 à 100. Pas besoin d'être à 100, mais en tout cas, montrer qu'on arrive à passer à l'échelle. C'est pas la même chose au niveau de la croissance. Qu'on arrive à garder nos marges brutes saines, qu'on arrive à retenir des clients, à avoir enfin ce track record que tout le monde nous demandait. Et voilà, montrer qu'on a des process internes qui fonctionnent bien et que tout est carré, etc. Donc il va y avoir beaucoup plus de choses. On va être vraiment on va être jugé sur des choses beaucoup plus profondes sur la série C, et il faut qu'on soit capable de répondre à tout ce qu'on pourra venir nous objecter. Et donc on est en train de mettre l'entreprise sur des bases plus saines pour cette série C. Ce que j'entends, c'est ça aussi, c'est qu'en fait c'est bénéfique pour l'entreprise, en fait. Tout ce que vous feriez pour une hypothétique série C, c'est des choses qui vont venir nourrir l'entreprise et lui permettre de faire du... on le fait pas pour la série C, et c'est important, c'est de pas faire son entreprise pour des investisseurs. Les investisseurs, ils connaissent moins bien le business que les entrepreneurs. Et moi, en fait, ils ont raison sur certains trucs. Moi, quand je suis arrivée chez Greenly, à chaque fois, je disais mais pour les investisseurs, il faut qu'on mesure ci, il faut qu'on mesure ça. Et on me disait, ce qu'ils me disaient, c'est on s'en fiche des investisseurs, mais on est en train de construire un business. Et il a raison, mais en même temps, les investisseurs, s'ils regardent ces métriques-là, c'est pour mesurer la santé du business. Et donc, parfois, il y en a qui vont pas être pertinents. Et donc, il faut savoir se dire, en fait, ça, c'est pas pertinent pour mon business, et voilà pourquoi. Mais parfois, il y en a auxquels on pense pas, et on se dit, mais il m'emmerde avec son truc, avec son métrique. Mais en fait, c'est des métriques qui prouvent la santé du business. Et donc, commencer à traquer les métriques d'investisseurs, ça veut dire traquer la santé du business. Et donc, rendre une entreprise prête pour les investisseurs, en fait, ça veut dire la rendre saine et la rendre solide pour attaquer la prochaine phase de croissance. Ah, j'adore. Ça, c'est un super key learning. De se dire qu'en fait, d'une certaine façon, là, c'est pour le business qu'on le fait. Oui, on ne fait pas des business pour les investisseurs, mais les investisseurs investissent que dans des business qui sont solides. Donc, si on veut prouver qu'on est solide, le meilleur, c'est encore d'être solide. Du coup, pour finir, pour conclure ensemble, est-ce que tu as un shout-out, un remerciement à faire à un ou plusieurs investisseurs qui vous ont accompagné ces dernières années, ou à des personnes qui t'ont aidé dans ce process de levée de fonds? Ouais, shout-out à nos investisseurs du coup qui sont avec nous. Donc, j'en ai cité pas mal pendant le podcast, mais il y a Fidelity qui a fait un travail énorme à comprendre le marché et à vraiment creuser. Et c'est quelque chose qui a été vraiment différenciant par rapport aux autres fonds.
Donc, si je peux aussi m'adresser aux autres fonds, apprenez vraiment à connaître le marché s'il y a une startup qui vous plaît vraiment, plutôt que d'être superficiel. On voit la différence. Ok. Et aussi nos investisseurs existants, Xange et Energy Impact Partners, qui étaient là pour nous en série A, qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui restent avec nous et qui nous ont suivis sur la série B. Donc déjà, c'est encourageant de voir que ceux qui connaissent tout l'envers du décor, ils remettent des billes. Ça envoie un bon signal. Donc, on est super content qu'ils nous aient accompagnés. Et puis voilà, c'est des investisseurs de long terme. Donc, on est content de les avoir pendant longtemps. Ok. Est-ce que tu as un entrepreneur ou plusieurs entrepreneurs de ton réseau que tu connais, potentiellement que tu as accompagné, que tu adorerais entendre à ces podcasts pour savoir un peu comment eux font, comment eux ont fait? Moi, j'aimerais bien parler à d'autres entrepreneurs qui ont levé en même temps que nous, parce que c'est un marché très difficile, très particulier, et donc je sais qu'il y en a qui sont en train de lever maintenant, mais c'est confidentiel, donc je vais pas les outer. Mais je sais, par exemple, il y a Penny Lane qui a levé un peu après nous, donc intéressé de voir comment eux, ils ont vécu cette série B fin 2023-2024, et eux ou d'autres. Mais je pense à Penny Lane parce que c'est ceux dont j'ai entendu parler. Ouais. Alors, ce que je te propose de faire pour vraiment conclure ce podcast ensemble, c'est de faire un truc qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Est-ce que tu pourrais me donner, et je pense que là, pour le coup, c'est vraiment une best practice, enfin un key learning qui va être très très intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent, les 5 tips pour réussir que tu as appliqués dans le cadre de cette levée de fonds. Ouais, après les tips, tu nous les as donnés, mais viens, on les résume comme ça. Mais ouais. On a vraiment ce petit précis de la levée de fonds, et comme ça, on ne se plante pas. Si on doit résumer la dernière heure en quelques petites golden nuggets. Yes. Alors la première, c'est de gérer son timing. Parfois, vous n'aurez qu'une chance à lever, donc vérifiez que vous êtes bien prêt et que vous contrôlez le timing. Ensuite, la qualification des investisseurs. Donc ça, c'est pour vous faire gagner du temps et pas en perdre surtout. Donc vérifier et faire sa contre-due diligence. J'en ai pas parlé pendant le podcast, mais... C'est quoi ça, une contre-due deal? Parler aux investisseurs qui ont aussi parlé à ces fonds, dans qui ces fonds ont investi. Entrepreneurs. Parler aux entrepreneurs qui ont eu ces investisseurs, voir ce qu'ils en pensent, voir ce qu'ils ont à vous dire dessus, comment eux ont négocié et tout. Les entrepreneurs, ils sont toujours en général d'attaque pour partager leurs expériences. Donc moi, je sais que j'ai appelé des entrepreneurs qui travaillent avec Fidelity pour savoir s'ils étaient bien, si on avait envie de bosser avec eux, quoi. Donc voilà, faire cette contre-due diligence. Ensuite, en 3, je dirais avoir un plan B. Ouais. Donc ça, on en a parlé, mais c'est si vous avez le dos au mur, vous risquez de mourir. Donc préparez un plan B. 4, c'est passer du temps sur la préparation. On en a parlé un petit peu, ces 2 mois que j'ai passé pendant l'été, en plus où le business était plus calme, à préparer la data room, etc. Ouais. Ça fait gagner énormément de temps ensuite sur la partie Q&A, etc., qui peuvent vite devenir un enfer. Ouais. Et en ayant préempté ce temps de Q&A, en préparant beaucoup de choses avant, j'ai pu ne pas complètement laisser tomber le business et réussir quand même à faire quelques trucs business et pas que de la levée de fonds pendant 6 mois. Et en dernier, je dirais, en fait, c'est toujours être en levée de fonds. Donc c'est ce que je fais pas du tout maintenant, mais il faut toujours parler à des investisseurs. Moi, j'étais bien contente d'avoir pu éduquer beaucoup d'investisseurs avant la levée de fonds, d'avoir parlé un petit peu. Donc c'est de leur dire, c'est d'entretenir ces relations avec les investisseurs, donc soit un par un, ce qui prend du temps, soit comme nous, avec un modèle de newsletter où leur donner des news. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste pouvoir dire qu'ils sont en contact avec vous et qu'ils vous ont vu grandir et qu'ils ont des petites updates réguliers. Donc par mail, ça fait complètement le travail. Et si vous le faites par téléphone, c'est encore mieux pour créer de l'intuitu. Mais voilà, plus vous parlez à des fonds avant, plus le moment de lever, ce sera salut copain, ça va, tu te souviens de moi, ouais super, allez hop, on est parti, on lance le process. Et ça rend les choses plus simples. Ouais, trop bien. Écoute, merci beaucoup Laetitia pour toute cette masse d'informations que tu nous as partagées, et toute cette structure qui est la tienne et que tu as eu la gentillesse de partager avec tous les auditeurs de Let's Find Out. Je ne doute pas que cet épisode va devenir la bible d'un certain nombre d'entrepreneurs qui nous écoutent et qu'on a plaisir d'accompagner également chez Pitch My Startup. Merci encore pour ce temps passé ensemble.
Et puis, longue vie à Greenly. Bah, merci beaucoup et puis merci de m'avoir reçu et ravi d'écouter d'autres podcasts de Pitch My Startup. Merci beaucoup. À bientôt. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation. Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également bien sûr nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Find Out.